Pour toi, la meilleure des leçons que tu as apprises sur les finances personnelles notamment? Ah ben moi, la meilleure des leçons que j'ai apprises sur les finances personnelles, c'est que c'est quelque chose qui est héréditaire. Une femme ou un homme qui gère ses finances, qui a de l'épargne, qui est autonome, ça donne une confiance en soi et une conscience en soi qui est complètement sous-cotée parce que la plupart des gens, ils sont broke. La plupart des gens sont broke. Non, mais c'est vrai. C'est tellement vrai ce que tu Mais dis. voilà un commentaire qui va faire qu'on va me détester. Hello les amis, nouvel épisode de Real Talk Real Shit. Je reçois aujourd'hui une copine à moi, Vanessa Money Mindset. Donc Vanessa est entrepreneur et aujourd'hui c'est simple les amis, on va parler d'argent parce que Vanessa, elle sait en faire et elle n'a pas peur d'en parler. Comme d'habitude, je vous laisse vous abonner et activer la cloche pour toutes les notifications. C'est parti les amis. Hello Vanessa. Coucou. Comment tu vas? Ah, on est là, hein, ça va, ça dépend de ce que tu vas me poser comme question. Oh mon Dieu, mais tu me connais, c'est comme si on avait une discussion. Toi et moi, c'est marrant parce qu'on peut passer genre des heures au téléphone jusqu'à maintenant même. Je me dis, bon, si j'appelle Vanessa, je sais que je vais faire 2 ou 3 heures parce qu'on va commencer à parler, à dire, ouais, ça va. Après, ça va aller sur d'autres sujets. On va se retrouver à parler de spiritualité, après d'argent, après de santé mentale. Après, on va parler de nos familles. Après, on va se dire, bon, ok, on se rappelle, hein. Comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10? Sur une échelle de 1 à 10, franchement, je me sens au niveau de 8 quand même. Waouh! Non, mais 2024, c'est ouf. Je veux dire, 2023, j'ai commencé 2023, j'étais à terre. J'avais perdu l'intégralité de mon business. Même la page Instagram, je ne savais pas si j'allais la garder. Et 2024, les voyants sont ouverts, le podcast va bien, Insta, c'est nickel. Non, franchement, mon business, mon consulting va bien, mes appartements vont bien, mes investissements boursiers, même les cryptos ont doublé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Waouh! Je ne peux qu'aller bien. Ah non, mais je suis contente. Tu sais que c'est la première fois, perso, que j'entends une personne dire que sur une échelle de 1 à 10, elle est à 8. Parce que moi, je dis toujours, bon, 5 pour moi, c'est très bien, tu vois, parce qu'en général, je suis dans les 2, 3. Là, je suis, par exemple, je dirais, ouais, à 6. Mais toi, tu vas jusqu'à 8. Écoute, félicitations et je suis vraiment contente d'être présente dans ce moment-là. C'est vraiment top. Donc, Franchement, j'ai envie de répondre sur cette remarque qui est vraie. Les gens vont mal, surtout en France. La santé mentale va mal. Moi, je m'appelle Money Mindset. Ouais. C'est pas juste monnaie, tu vois. Je travaille sur mon mindset. C'est un truc de se dire que moi, j'ai choisi d'être heureuse. Et le bonheur, c'est une décision. Le bien-être, ça se travaille, ça s'organise. Vraiment, c'est pas tu te lèves et puis t'es bien. Tu travailles sur tes pensées, tu travailles sur la gestion de tes émotions. Et en fait, c'est une science que je trouve sous-cotée, en fait. On n'en parle pas. Les gens se disent juste, ouais, je vais me lever le matin. Est-ce que, aujourd'hui, je vais pas bien. Du coup, la journée, elle va être mal. Demain, ça ira mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a pas le truc de se dire que, ok, je me lève, je vais pas bien, mais ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller mieux? Parce qu'il y a ça aussi. Le mindset, vraiment, la manière dont on pense, l'état mental, la manière dont on se sent, ben, ça se travaille et ça se choisit, en fait. Je sais que on peut se dire, ouais, c'est trop facile, elle fait rire, mais pour avoir vraiment eu beaucoup de mois, de journées, d'années à 2, à 3, même à 0 des fois, même des valeurs négatives, tu vois, je sais maintenant que c'est quelque chose qui se travaille et j'ai appris justement à mettre en place des stratégies pour en tout cas être généralement au-dessus de 5. Quoi. Vanessa, comment toi et moi on s'est rencontrés? On s'est rencontrés sur un réseau social où je débarque en fait. Je ne sais plus comment s'appelle le nom de ce réseau. Clubhouse. Mais moi, je me souviens de tout. Voilà. Non, mais laisse-moi finir. Je débarque dans un forum. En plus, j'aime beaucoup Clubhouse parce que je me disais, c'est que des voix. Et moi, j'aime bien intégrer des rooms où il y avait des sujets intéressants. Et là, toi, tu as animé une room, je crois, tu parlais de la transition professionnelle, la reconversion professionnelle. Et là, tu parles, tu dis plein de choses. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce qu'elle est intelligente, cette femme et tout. Et là, après, je te contacte. Et depuis ce jour-là, on s'est plus quitté. Avec toi, j'ai vraiment des discussions. Surtout, je considère que tu fais partie de mon noyau dur. Comme je te l'ai dit en off, je te le dis en on camera. Et
également. Tu m'as appris beaucoup de choses. Et pour moi, tu es une battante. Tu es une warrior. Tu veux dire, ah non, mais on dit ça de toutes les femmes noires. Mais c'est vrai. Et pour ça, je voudrais te dire félicitations déjà pour tout ce que tu as traversé. Et je voudrais savoir comment est Vanessa quand elle est adolescente. D'où tu puisses cette force-là? Waouh, bah écoute, merci. Dis donc, avant de répondre à ta question, c'est vrai que c'est marrant de retracer notre histoire, notre amitié. Tu m'as appris énormément. En plus, c'est drôle de le dire, mais je te dois beaucoup, si ce n'est tout, non. en fait. Mais oui, bien sûr, parce que Clubhouse, c'était vraiment la première fois que je m'autorisais à parler sur les réseaux sociaux. Donc déjà de reconversion, parce qu'en effet, moi j'étais banquière, je suis devenue ingénieure en informatique. On va en parler. C'est deux métiers très difficiles, c'est deux métiers très recherchés, et c'est deux métiers où on se demande quel est le lien, tu vois. Et j'osais pas le faire. Et en fait, je m'étais dit allez, je me lance. Et je ne savais pas comment j'allais être reçue et acceptée. Et te rencontrer, je me suis dit ah ouais, ok, ça peut valoir le coup de juste d'essayer. Je manquais beaucoup de confiance en moi à l'époque. J'ai toujours eu... pas. Mais ça, c'est un truc de dingue. Mais je le répète à mes abonnés que les filles tentées, on s'en fout. Même si t'as pas confiance, même si au fond de toi, tu te dis t'es pas sûre. Pense, tu sais pas ce qui t'attend derrière. Et je manquais beaucoup de confiance. Et c'est vrai que échanger avec toi, ça m'a confortée dans le truc que non, mais Vanessa, tu peux apporter quelque chose. Rien que raconter ton histoire, ça peut ne serait-ce que inspirer des femmes à faire pareil. Tu vois, juste ça, c'est déjà beaucoup. Et tu étais la première, non, c'est même pas tu es la première à m'avoir invitée sur ton live, sur ta page, pour animer des rooms sur mon sujet de prédilection, la finance. Tu es la première personne à m'avoir donné la parole sur la finance, en effet. Et j'ai fait des lives, donc je me souviens sur les crédits, sur les assurances vie. Exactement. Et c'est grâce à toi que j'ai été repérée par mon ex-associé pour lancer le business qui est devenu ce qu'il est, en fait, tu vois. Donc oui, il y a eu des péripéties. Oui, des fois, ça a mal tourné. Oui, souvent, c'était chaud. Mais, tu vois, quand tu me dis, oui, Vanessa, tu m'as appris beaucoup. Moi, j'ai envie de te dire, toi, tu sais pas tout ce que tu m'as donné également. Tu vois, tu m'as permis d'exprimer tout ce que j'avais au fond de moi. Et la Vanessa qui est heureuse, épanouie, money mindset coach qui dit aux filles, les filles, faites du cash, il y a que l'oseille qui compte. C'est aussi grâce à toi, tu vois. Donc, merci. Écoute, merci à toi. Donc réponds à la question, voilà. Copine. Bon. Comment tu étais quand tu étais adolescente? Moi, adolescente, faut savoir que non, j'étais une terreur. Moi, j'étais une terreur. Mais c'est même pas adolescent, c'est bébé. Quand je suis née, le médecin, il a dit, quel garçon formidable, vigoureux et énergique. Et il a retourné, il a dit, c'est une fille. Il a dit à ma mère, courage. Non, j'étais une adolescente terrible dans le sens où je suis hyperactive, j'avais beaucoup d'énergie. Là, maintenant, je travaille plus de, 100 heures par semaine. J'ai 4 entreprises. Je suis à l'aise, je suis bien. Je fais du sport, je fais plein de trucs et je suis bien, tu vois. Mais quand t'es adolescente et que t'as toute cette énergie, parce qu'en plus, maintenant, je vieillis, donc là, je suis quand même un peu plus tranquille. Mais quand t'es adolescente et que t'as toute cette énergie, ma mère, elle est là. Mais c'est quoi ça? Oui. Ce truc, j'en peux plus, je suis fatiguée. Et donc, c'était une adolescence difficile parce que du coup, j'étais incomprise. Je lisais, j'avais envie de créer, j'avais envie de voyager, tu vois. Et je pouvais pas faire tout ça, vraiment. Et en plus, tu vois, dans la communauté afro, toi, on est là en train d'essayer de t'éduquer, voilà, être soumise, trouve-toi un mari, il faut que tu saches faire le couscous, préparer les bobolos, faire frire les plantains, tout ça. Et ça m'intéressait pas. Je voulais faire de l'oseille, tu vois. Et donc, en fait, il y avait personne qui captait que non, mais elle est épuisante. Donc, du coup, non, c'était une adolescence difficile. J'ai redoublé. Parce que du coup, j'avais des problèmes des troubles de l'attention, plus le fait d'être hyperactif, j'avais du mal à me concentrer. J'avais pas de why. Tu vois. Et en plus, il y avait le truc il y a des gens, ils vont raisonner grâce aux injonctions externes. On va leur dire, oui, va à l'école, étudie, aie des bonnes notes, et puis ça va bien se passer, tu vois, ils vont le faire. Oui. Et t'as des gens, non, ils ont besoin ils raisonnent en mode de fonctionnement interne. Ils ont besoin d'être convaincus. Et manque de bol, je fais partie de la deuxième catégorie. Si tu m'as pas expliqué
Pourquoi? Je dois aller à l'école, étudier, faire des trucs. Je m'en fous. Je vais rien faire. Donc, en fait, j'ai redoublé. Je me faisais souvent virer de l'école. Ça, c'était vraiment au collège. Hein. J'étais une enfant catastrophique. Et en plus, le pire, c'est que, par exemple, quand j'ai redoublé, on a dit non, mais elle n'a pas redoublé parce qu'elle était vraiment mauvaise. Elle a redoublé parce que son comportement est ingérable. Et donc, en fait, jusqu'au jour où ma sœur, elle a eu son bac et elle a eu son appartement. Donc, et sa bourse. Donc, j'ai compris que bac égale appartement égale bourse, donc argent, c'était fini. C'était parmi les meilleurs. J'ai fait une prépa, j'ai eu mon bac avec mention, j'ai eu 18 en éco. C'est-à-dire que quand j'avais eu le why, j'avais compris pourquoi je faisais les choses, j'étais inarrêtable. Donc voilà. Bah écoute, les gens vont le voir et le voient. Tu es vraiment une boule d'énergie. C'est vrai qu'à chaque fois que je t'ai au téléphone, tu me dis, bon, si je t'ai pas eu au téléphone pendant 2 ou 3 mois, tu reviens en me disant que tu as lu une dizaine de livres et tout. Et je pense que je te l'ai déjà dit off camera, pour les profils comme toi, et je pense à une autre copine aussi que je pense que tu dois connaître. Il faut vraiment que vous ayez des personnes qui sont confiantes. C'est-à-dire qui ne se sentent pas... Vous prenez beaucoup de place. En gros, tu prends beaucoup de place et tu es vraiment très intelligente. Ça tourne vite et tu as beaucoup d'opinions. Et tu fais peur, Vanessa, clairement. Tu fais peur et aux femmes et aux hommes. Aux hommes, je vais pas parler pour eux parce que je suis pas une femme, mais une femme qui est en face de toi et qui n'a pas travaillé profondément sur elle-même, elle sera mal à l'aise en face de toi et elle peut te détester pour rien. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es consciente et que tu as pu expérimenter jusqu'à maintenant? Bah, c'est marrant. Non, toi, t'es venue me piéger. Mais comment c'est quoi cet épisode? Vanessa à poil, quoi. Non, mais en fait, non, c'est marrant que tu abordes ce sujet parce que mais je terrorise les femmes. Je les énerve. T'arrives, tu dis que t'as 2 masters, que tu gères plein de trucs, t'as plusieurs sociétés. En plus, t'es plutôt bien habillée, fraîche, tout ça. Ça énerve, ça agace. Et en plus, je suis consciente maintenant de qui je suis, d'où je viens. Mais en fait, le truc, c'est que j'en étais pas consciente avant. C'est-à-dire que justement, j'ai toujours eu ce côté où, hyper active, dysorthographique, hyper, tu vois, je dirais, je suis pas HPI, hein, attention, mais au niveau du cerveau, je réfléchis énormément. Donc, en fait, j'étais tellement occupée à essayer de me comprendre, à essayer de m'accepter, à essayer d'être bien avec moi-même, que je ne comprenais pas que je gênais, en fait. Tu vois, et je comprenais. En plus, le côté peur aux hommes, ça a mis du temps à venir. Tu vois, il y a déjà les femmes. En plus, moi, dans ma famille, il y a que des femmes. Tu vois. Donc, dans mon noyau le plus proche, on m'a fait payer d'être moi. On m'a fait payer d'être différente, tu vois. Donc, j'ai passé mon temps à essayer d'être gentille. Et d'ailleurs, mais maintenant, hein, je suis l'influenceuse qui en fait le plus. Tous les matins, je me lève, je leur fais une revue de presse. Le podcast, je donne de la qualité à mort. La newsletter aussi. Enfin, je veux dire, je donne tellement que c'est même choquant. Je m'embrouille tout le temps avec mes coachs business parce qu'ils me disent non, mais on en est marre. Ça, tu dois vendre. Ça, tu peux pas donner. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, j'ai tellement été entraînée à en faire plus pour être appréciée, pour être acceptée, parce que j'avais pas compris que j'avais ce truc en moi qui gênait. Surtout qu'en plus, j'ai l'air hyper confiante, mais ça fait pas si longtemps que vraiment j'ai appris à être confiante. Donc, en effet, oui, j'en suis consciente et oui, c'est quelque chose qu'on m'a fait payer et on me l'a pas fait payer que à l'extérieur. Ça a commencé dans mon entourage proche. Quand t'as des proches, très proches, qui te font payer, qui ne te comprennent pas, qui t'expliquent que t'es pas bien, une bonne personne, que t'es pas ci, t'es pas ça, t'es pas, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, tu grandis, j'ai vraiment grandi dans la suradaptation. Et c'est pour ça que je pense, ce côté résiliente, ce côté femme forte. Et c'est aussi pour ça que je suis authentique avec ma communauté. Je leur dis les termes. Quand j'ai raté un truc, je leur dis j'ai raté. Quand je manque de confiance en moi sur un sujet, je leur dis. Quand j'ai fait un mauvais investissement, je leur dis cet investissement il est mauvais parce qu'en fait j'ai absolument pas du tout peur d'être vulnérable parce qu'on m'a tellement fait payer de sembler trop forte que j'ai pas du tout voulu attaquer ce truc-là. J'ai commencé en disant écoutez, moi je suis pas plus intelligente que toi, je suis pas plus brillante que toi. D'ailleurs même souvent je passe pour une jolie ravissante idiote et ça pose même pas de problème. Je vais pas me battre, tu vois, pour sembler intelligente. Oui. Non, l'énergie elle est pas là. Par contre, le jour où tu vas me demander
de t'expliquer un truc, de travailler, de faire, d'être vraiment dans l'action, oui, là, tu vas voir que je délivre. Et je suis heureuse d'être comme ça parce que c'est simple. Il y a 1 an, comme je te disais, j'ai tout perdu. On m'a jeté comme, t'étais là. Ouais. Une vieille chaussette que non, mais va là-bas, toi, t'as pas d'avenir. T'as pas d'avenir. De toute façon, on veut même plus de toi, débrouille-toi. 1 an plus tard, mon podcast, il fait 13 000 écoutes. J'ai de plus en plus d'abonnés. Je commence à proposer mes offres. Ça commence à devenir sérieux, tu vois. Donc, c'est de se dire que peu importe qui tu es, déjà, il y aura toujours des gens pour te détester. Que tu sois confiante ou pas, parce que je l'ai pas été pendant très longtemps. Il y aura toujours des gens pour t'expliquer que tu es trop ou pas assez. Et c'est juste, foi le plus possible en toi, en ta mission, en fait. Absolument. Et c'est ton travail qui va parler pour toi. Je suis d'accord. On va parler un peu de tes différentes professions. Tu as commencé en tant que banquière. Vanessa, donc, si je comprends bien, en gros, t'es enfant, adolescent, t'es un peu perturbé, t'as pas envie de travailler à l'école parce que tu penses que ça sert à rien. Tu comprends qu'avec le bac, tu peux enfin être libre et gagner de l'argent. Tu fais ta prépa, tu fais tes études de finance et tu finis conseillère bancaire. Pourquoi est-ce que tu décides de commencer par la finance? Est-ce que c'est purement parce que c'est pour l'argent, clairement, mais pour l'argent, tu aurais pu être médecin, tu aurais pu être entrepreneur. Pourquoi tu choisis la banque et au début, pas la banque d'investissement, la banque normale, la banque, le retail, comme on dit dans notre jargon? En fait, même avant d'aller à pourquoi banquière, c'est déjà, j'ai envie de te parler de mes années lycée. Parce que je t'ai parlé de mes années collège où j'ai redoublé. Donc, tu veux refaire mon mais oui, podcast. non, mais c'est intéressant c'est moi de comprendre. host. Non, mais parce que ça permet de comprendre comment je suis arrivée banquière, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que j'avais envie d'être dans la finance. Je viens d'un environnement pauvre. On allait en vacances grâce au Secours populaire, on se nourrissait grâce au Resto du Cœur. Donc en fait, il y a tout un truc j'ai été marquée par la vraie pauvreté quand j'étais petite. Donc en fait, quand moi au collège au lycée, j'ai commencé à faire mes choix scolaires, sachant qu'à l'époque, j'étais pas encore certaine d'être intelligente. Je pensais même très profondément que j'étais bête. Tu vois, il y avait ce truc de je dois pas manquer d'argent. Et j'ai envie de te parler du lycée parce que typiquement, tu vois, quand je suis arrivée au lycée, c'était un lycée où tu avais tous les meilleurs élèves de la ville. Tu vois, et moi je venais du collège où tu avais les pires élèves de la ville. D'ailleurs, on était tous tellement nuls là-bas qu'on s'auto-censurait. Il y avait personne qui voulait aller dans ce lycée-là. Moi-même, j'avais choisi de faire russe dans un autre lycée pour éviter ce lycée-là. Et en fait, ma mère, elle m'avait dit, non, mais ma fille, j'ai pas le temps. Hein. Toi, russe, dans un internat ailleurs, non, on n'a pas le temps. Tu vas partir dans ce lycée-là. Et le deal qu'on avait négocié, c'est que comme elle était tout le temps au chômage ou femme de ménage, bon, bref, elle avait des emplois pas très stables, et que ça ne se passait pas bien à la maison, j'avais envie de liberté. Elle m'a dit, moi, je pars, je te laisse à la maison, toi et ta sœur, mais le seul deal, c'est que vous travaillez à l'école et vous réussissez. Et moi, je vais chercher l'argent à Paris. Donc, tu vois, déjà à 16 ans, il y avait ce truc de je dois réfléchir à une carrière où je suis autonome financièrement pour pas me retrouver à devoir laisser mes enfants comme ça et moi vivre dans une autre ville, sachant qu'en plus, elle vivait à l'hôtel. Les soirs, régulièrement, on devait lui trouver un autre hôtel et s'était retrouvé à la rue aussi. Enfin, c'était compliqué, tu vois, au lycée. Et donc, j'arrive donc dans ce lycée et les premiers mois, 3 de moyenne, 4 de moyenne, on appelle ma mère que non, mais votre fille, c'est pas possible. Cassos. Ouais, non, mais non. En plus, ils avaient l'habitude de virer les élèves de ce collège-là. Moi-même, j'avais fui, je t'avais expliqué pourquoi j'avais. Et en fait, donc on rentre à la maison, ma mère elle me dit non, maman, j'ai pas négocié ça. Je suis pas en train de dormir à l'hôtel tous les soirs là pour que tu me ramènes des 3 en maths et des 4 en physique chimie. Il faut que tu travailles. Et là, je me suis réveillée. C'est là que j'ai commencé à me réveiller à 4h, 5h du matin. C'est une habitude que j'ai prise à cette époque-là. Et donc, je travaille comme une dingue les week-ends et tout. Et c'est là que je me dis non, il faut en fait que je fasse des études où, en fait, ça sera la finance. Parce que tous les gens qui avaient l'air bien et à l'aise dans mon lycée, c'était des enfants qui avaient des parents dans la finance, tu vois. Et donc, à la fin de l'école, je me souviens, à la fin de l'année, j'avais doublé mes moyennes partout. Hein. Bon, j'étais passée de 5 à 10 en français, de 5 à 10 en anglais. C'est énorme. C'était d'où je venais, en tout cas, pour moi, c'était énorme. Et attends, on n'est pas... Tu as doublé. Ouais. Donc, oui. c'est énorme, Vanessa. En tout cas,
pour moi, c'était énorme. Ouais. Mais écoute, la suite, je briefe mon délégué parce que j'avais déjà la tchatch. Je dis, bon, écoute, au conseil de classe, tu vas lui dire que voilà, elle a travaillé, elle s'est impliquée, elle a tout donné. Et voilà, tu essaies de les convaincre parce que justement, je voulais faire ES. Toujours la finance, tu vois, sciences économiques. Et à l'époque, j'avais la sensation qu'il fallait que je maîtrise l'économie, que je comprenne l'économie pour pouvoir être une meilleure financière. Et donc, le mec, il va au conseil de classe, il défend, et veto. Il revient, il dit non, désolé, le conseil de classe a mis un veto, ils ont décidé que tu peux pas passer en première ES, tu comprends, t'as 4 de moyenne en maths. Moi, franchement, j'ai tout donné, mais 4 de moyenne en maths, Vanessa, c'est pas défendable. Ah, mais tu m'as pas dit que tu avais doublé la moyenne partout. Mais j'étais passée non, j'ai doublé partout. Physique, chimie, j'étais passée de 4 à 8, SVT de 5 à 10, français de 5 à 10. Oui, je partais de très loin, en fait. Ouais. C'est là que tu te rends compte des inégalités. Ça joue aussi beaucoup sur ma mission où je fais pas une revue de presse pour mes go pour rien. C'est que, en fait, les inégalités, elles partent de là. Des fois, quand t'as pas le bon écosystème, tu penses que t'es nul, tu penses que t'es bête. Alors que t'as juste pas le bon background, tu vois. Et donc, en fait, justement, à la fin de l'année, ça se termine comme ça. On convoque ma mère. Écoutez, votre fille, elle va pas passer. Au pire, elle passera en L. Ma mère, heureuse, elle me dit, non, mais ma fille, tu vas partir en L, comme ta grande sœur, tu vas pouvoir faire infirmière, comme, elle était aide-soignante, tu vois, mais limite, c'était son rêve d'être infirmière, tu vois. Et je dis, non, mais t'as rien compris. Moi, je veux travailler dans la finance internationale. C'est ES ou la mort. J'avais 16 ans. Bagarre à la maison. Comment ça, ES, c'est quoi? Ça veut dire quoi, sciences économiques? Bagarre. Donc, j'ai dit, moi, je m'en fous. Je fais appel. Appel de la décision du conseil de classe. Je me retrouve entourée de plein de petits papis là. Oui, moi, je serai une financière internationale. Je vais révolutionner le monde de la finance. On m'a laissé passer que non, la petite, on sait pas ce qu'elle veut, mais on va lui laisser sa chance. Et en effet, oui, c'est là que, en effet, au bac, j'ai eu 18 en éco, j'ai eu mon bac avec mention, j'ai été prise dans la prépa de ce lycée. C'est-à-dire que c'est même devenu, tu vois, toute une histoire que, ah oui, c'est elle qui avait fait appel. Finalement, on l'a prise et j'avais eu le choix, tu vois. Et donc, en fait, quand tu me dis pourquoi est-ce que je voulais être banquière et pourquoi est-ce que je voulais travailler dans la finance, ça vient de là. C'est-à-dire que fuir la pauvreté, être dans un écosystème de gens inspirants. Et c'était l'imaginaire que je me faisais, en fait, du monde de la banque assurance. Et après, j'ai fait un master en finance, en alternance, et j'ai commencé ma carrière dans une banque d'investissement qui est fermée depuis, qui est une filiale d'une grande banque que tu connais déjà. Ok. Quand tu recevais tes clients, qu'est-ce qui te choquait le plus en termes d'ignorance de leur part à l'égard de l'argent? Écoute, moi, je peux pas répondre vraiment à cette question comme ça parce que moi, je suis pas tombée sur des clients ignorants. Bien au contraire. Ah, l'ignorance, c'était moi. Je le dis tout le temps dans mon storytelling, c'est-à-dire que moi, j'étais broke. Justement, au secours populaire, dès qu'on m'a donné la carte bleue, mais c'était la fête. Découverte dans tous les sens, on l'a bloqué. Je n'avais aucune éducation financière. Et j'ai commencé ma carrière à Versailles. Là où les gens, ils viennent avec leurs petits-enfants, leur MacBook, leur Mac, parce qu'à l'époque, je sais même pas si MacBook existait. Et on est là comme ça avec des fichiers Excel et on me demande, je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Et en fait, c'est beaucoup mes clients, parce que j'étais une très jeune conseillère, qui m'ont appris comment ils géraient leurs finances. C'est-à-dire que je suis devenue une experte en finances personnelles par le métier de banquier, mais c'était pas du tout pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'un banquier, il gère tes comptes, il gère les mouvements, il connaît très bien le risque, il monte les prêts immobiliers, mais tu as beaucoup de banquiers qui ne savent pas forcément gérer leurs finances personnelles parce que on t'apprend pas, en fait, à faire un bilan prévisionnel, on t'apprend pas à checker tes dépenses, à les suivre. Tu sais qu'il faut le faire, mais tu sais pas exactement comment, tu connais pas forcément tous les outils. Maintenant, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus, mais ne serait-ce qu'avoir l'habitude de faire tes comptes tous les dimanches, d'avoir un fichier, un planeur, que ce soit un planeur, un fichier papier ou un planeur ou un fichier Excel, tu vois, pour pouvoir suivre tes dépenses, avoir toutes sortes de stratégies, des épargnes de projets, tous ces trucs-là, on te les apprend pas forcément. Et en plus, un banquier, c'est un couteau suisse. C'est pour ça que même en tant que créatrice de contenu, je suis vraiment couteau suisse. Je fais tout toute seule et même si c'est pas parfait, je m'en sors pas trop mal parce que j'ai pris l'habitude d'enchaîner. Comme en plus je travaille beaucoup, tu vois, c'est beaucoup plus facile. Mais du coup, si tu demandes à un banquier vraiment, je te parle pas forcément des conseillers privés ou des gens qui travaillent dans les gestions sous mandat, mais un conseiller classique, tu lui demandes des conseils poussés sur l'investissement, il saura pas forcément répondre. Non, mais on est d'accord. Hein. Bien sûr. Mais moi, j'ai même beaucoup de mes collègues qui se forment chez moi.
Ouais. Parce que du coup, moi, je dors dans ça, je dors dans les investissements, je dors dans les analyses graphiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, résultat, elles ont la connaissance du terrain. Mes copines, souvent, en parlent. Elles ont encore la connaissance du terrain, mais la connaissance technique sur les sujets, sur, oui, pourquoi est-ce que en ce moment, le S&P 500, il a pris 10%, 15%, 20%. Déjà, même des fois, elles connaissent même pas le S&P 500. Ouais. Parce que beaucoup de grandes banques, pendant longtemps, sur leur contrat, ne proposaient pas d'ETF. Ça, c'est un truc tout con. Tu vois, la maîtrise des ETF, la connaissance des ETF, c'est souvent hors milieu bancaire. Ça commence à arriver, même les robots advisors, ça commence à être quelque chose qui se développe de plus en plus pour les gens qui ne veulent pas gérer eux-mêmes. Mais à l'époque où moi je travaillais, c'était connu, mais c'est pas le cœur du quotidien en fait d'un conseiller financier. Et donc, quand tu es à Versailles, quel est le meilleur souvenir que tu gardes ou pour toi, la meilleure des leçons que tu as apprises sur les finances personnelles notamment? Ah ben moi, la meilleure des leçons que j'ai apprises sur les finances personnelles, c'est que c'est quelque chose qui est héréditaire. C'est quelque chose qui est héréditaire, c'est quelque chose que tu vas transmettre à tes enfants, parce que c'est ce que j'ai vu en fait. De la même manière que moi, je ne savais pas gérer mon argent, mais c'est parce que ma mère, elle m'a jamais rien transmis. Jamais elle m'a dit, bon, ben écoute, on va s'asseoir, on va faire le budget, je vais te donner de l'argent, tu vas le mettre dans une tirelire, première étape, tu vas l'épargner, comme ça, après, deuxième étape, tu vas pouvoir t'acheter une place de cinéma, tu sais ce que je veux dire. J'avais même pas d'argent de poche. Tu vois, donc très rapidement, les premiers sous que j'ai fait, c'est parce que j'ai travaillé. J'ai été femme de ménage, j'ai été vendeuse, j'ai fait plein de métiers compliqués. D'ailleurs, j'ai dû prendre une femme de ménage. Un jour, je me suis dit non, Vanessa, tu t'en sors plus. Non, une femme de ménage. Elle est venue chez moi et elle a lavé. J'ai dit non, mais vous avez pas bien lavé la salle de bain. Elle dit non, je comprends pas. Je dis non. Je dis attendez, j'ai frotté elle-même, elle a vu. Je dis non, je maîtrise les ménages. Si je t'ai embauché, c'est pas parce que je veux me donner un genre, c'est parce que j'ai plus le temps. J'ai vraiment plus le temps. Et tu peux pas me blaguer. Ouais. Je maîtrise le ménage, tu vois. Et j'ai pas honte, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment héréditaire pour toi, la gestion des finances personnelles. OK. Vanessa, c'est quoi l'argent pour toi? L'argent, c'est un outil. Souvent, quand on écoute mon discours, on peut penser que je pense que l'argent est une fin en soi. Mais l'argent, c'est un outil. C'est un outil pour pouvoir avoir ce que tu veux. C'est un outil qui te permet pour moi d'être libre. C'est un outil qui te permet de faire les choix que tu veux vraiment. Et c'est un outil qui te permet de t'épanouir, tout simplement. Moi, par exemple, j'ai connu la vie broke. J'ai connu la vie un peu plus à l'aise. Plusieurs fois, j'ai dû recommencer. Tu vois, quand je suis passée de banquière à informaticienne, j'ai démissionné. En plus, à l'époque, il n'y avait même pas les trucs de reconversion, tout ça. J'ai payé ma formation moi-même, 3 000 € avec mes propres économies. J'ai payé mes factures. J'ai dû redéménager, vivre en colocation, me débrouiller alors que j'étais déjà cadre et que j'avais déjà un avenir tout tracé. Je suis repartie à zéro. Et en fait, c'est de se dire que c'est parce que j'avais un peu d'économie, c'est parce que j'avais un peu d'argent que j'ai pu redriver ma carrière pour pouvoir atteindre les objectifs que je veux. Et même quand j'ai tout perdu il y a 1 an, je me suis séparée, j'ai quasiment tout perdu. Mais c'est parce que j'avais de l'oseille que j'ai pu repayer le site web, j'ai pu payer, ça coûte cher. On ne le dit pas assez. Être influenceuse coûte cher, ou créatrice de contenu, ça coûte super cher. Mais bien sûr. Non, mais on n'a pas de 100 millions de followers ou quoi. C'est vraiment que ça coûte cher. L'abonnement à Canva Pro pour faire des jolis carousels, acheter le bon téléphone, payer l'abonnement au chat, payer la lumière. Non, mais sous-traiter. Payer. Moi, par exemple, je monte mes propres vidéos. Mais il faut payer la formation de montage qui coûte au moins 300 €. Et ton temps, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça coûte énormément cher. Si je gagnais pas bien ma vie. Mais il y a une chose aussi que j'aime bien chez toi et j'aime bien m'entourer de femmes comme toi parce que je suis un peu comme ça aussi. C'est que malgré que tu gagnes bien ta vie, tu n'as pas un train de vie faramineux où on te voit pas dans des restaurants à la Fouquet's tous les jours, tu ne dors pas dans les hôtels 5 étoiles, même quand t'es en vacances, t'es pas là à prendre tout le temps l'avion en business. Tu fais
énormément attention à tes sous, Vanessa. Comment tu expliques ça? Non, mais ça me rappelle le voyage que j'ai fait à Londres pour aller voir Tony Robbins. Oui, mais ça, c'était une caricature. Non, mais j'ai perdu des abonnés. D'ailleurs, je me suis dit, il faut que j'aille changer ma bio. J'ai mis, je crois, plus de 504 de patrimoine. Il faut que j'enlève ça. Parce que c'est même pas ça que je veux vendre. Oui, j'étais là, oui, on a fait nos sandwichs nous-mêmes. Je me suis dit, Vanessa, elle a raison. Mais bien sûr, mais parce que, en fait, et puis ça m'intéresse pas d'attirer les gens qui veulent rêver, c'est pas, pour moi, ce n'est pas ça, ma réalité. Surtout que, comme je te dis, j'ai été banquière chez des gens riches. Les gens riches, ils sont pas à Dubaï tous les 4 matins. Les gens vraiment riches, ils sont pas à Dubaï tous les 4 matins ou en train de faire des photos dans des voitures louées. Il y a un livre qui est très passionnant sur le sujet, de Morgan Roussel, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle La psychologie de l'argent. J'ai prévu un épisode de podcast là-dessus où on t'explique bien comment fonctionne la psychologie de l'argent. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches au monde, il vit dans la même maison. C'est-à-dire que pour moi, en fait, il y a toute une différence et on est dans une société où, en fait, tu dois donner l'apparence d'être riche, tu vois. Et t'as plein d'études sociologiques qui le montrent que les CSP, les gens de certaines catégories socio-professionnelles, essayent en fait de calquer leur rythme de vie, leur hygiène de vie par rapport très souvent à la CSP supérieure. Ils s'en rendent même pas compte, tu vois. Et donc, en fait, résultat, ils sont tout le temps en train de courir après un certain style de vie qui ne correspond pas à la réalité, en fait. Tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment de se dire que j'ai pas envie d'avoir dans mes abonnés ou dans les filles qui m'écoutent des gens qui vont me voir à la plage, en Tanzanie, en train de faire... C'est bien, d'ailleurs, si tu aimes de temps en temps, tu vois, et encore, tu vois. Mais pour moi, c'est même pas ça la vie. C'est pas ça le bonheur. Parce que il y a aussi ça. J'ai été très tôt en couple avec quelqu'un de très riche. Oh, on est parti en vacances à la plage. Déjà, mes cheveux n'aiment pas, toi, tu sais. C'est-à-dire que le sable, tout ça, c'est-à-dire que même, genre, physiologiquement, biologiquement, je n'aimais pas, tu vois, c'était pas mon truc, clairement. Et donc, je ne me sentais pas spécialement à l'aise. Et en plus, je me rendais compte qu'en fait, toutes ces vacances-là, ce lifestyle-là que j'avais, c'était pas ça qui me rendait vraiment heureuse, tu vois. C'est parce que, en fait, on te dit à la télé que c'est comme ça que tu vas être heureux. Donc, toi-même, tu bookes des vacances qui vont ressembler à tout ce que tu as vu. Donc, tu y vas. Et quand tu vas là-bas, soit t'as trop chaud, soit ça te gratte, soit t'es pas bien. Et tu comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais évidemment. Non, mais c'est un truc de malade. C'est pour ça que quand tu m'as demandé mon échelle de bonheur de 1 à 8, moi, je te dis 8. Mais parce que j'ai fini par comprendre que, en fait, entre ce que la société t'explique ou te donne comme élément pour être heureux, très souvent, ça correspond pas à ce qui rend vraiment les gens heureux. Et ce qui rend vraiment les gens heureux, 1, c'est de se connaître. 2, c'est d'être aligné avec soi et ses valeurs. Et en fait, ça, les gens, ils ne savent pas le faire. Résultat, ils vont plaquer beaucoup d'argent dans des activités qui leur plaisent pas, dépenser beaucoup d'argent en achetant des choses qui ne leur conviennent pas, en réalisant des activités aussi, on appelle ça des faux plaisirs. Tu vois, tu as toute une psychologie là-dessus, mais je vais te l'épargner, qui fait qu'en fait, sur le moment, tu as un shoot de dopamine. Et puis, en fait, après, la dopamine, elle redescend et tu te dis, ta vie, elle est pas terrible. C'est pour ça que les gens, ils sont des levels de bonheur qui sont bas. C'est parce qu'en fait, ils courent après les faux plaisirs courts, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, comme ça ne dure pas, ils se retrouvent avec eux-mêmes. C'est pour ça que le matin, quand tu te lèves et que t'as pas eu le temps d'enchaîner tes faux plaisirs, de boire ton café, de boire ton coca, de fumer ta clope, de manger ton pain au chocolat, d'enchaîner ton sucre, t'es pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout un travail de rééducation, de mindset que j'essaie de faire auprès des femmes de ma communauté pour leur dire, écoute, on va prendre une pause, on va analyser ensemble les choses qui te font vraiment du bien. Et tu vas voir que préparer ton sandwich, là même, c'est pas un problème. Si tu es au bon endroit, si tu connais tes valeurs, si tu travailles ton mindset, tu vas voir que franchement, le sandwich du Starbucks ou ton propre sandwich, c'est pas un problème. Tu vois, parce qu'en plus, tu mets ton argent au bon endroit. Et il y a un truc qui est complètement sous-coté, et ça, je vais complètement conclure dessus parce que je trouve que c'est hyper important. C'est que une femme ou un homme qui gère ses finances, qui a de l'épargne, qui est autonome, qui peut faire ses choix en toute liberté, ça donne une confiance en soi et une conscience en soi qui est complètement sous-cotée parce que la plupart des gens, ils sont broke. La plupart des gens sont broke. Non, mais c'est vrai. C'est tellement vrai ce que tu dis. Mais voilà un commentaire qui va faire qu'on va me détester.
Non, mais en parlant du fait que tu dis les choses telles qu'elles sont, et tout à l'heure en off, tu disais que là, tu essayes Oui. d'être un peu plus mindful Mais je me suis abandonnée. non, mais sur la façon dont tu présentes les choses. Moi, j'avais une question, Vanessa, et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure en off. Je n'ai jamais trouvé que tu n'étais pas lisse dans tout le contenu de qualité que tu produis. Et en fait, je me dis, on est juste dans un monde où certaines personnes ne veulent pas comprendre ce qui est. Je m'explique. En finance personnelle, tu connais la fameuse règle du 50-20-30. C'est comme une loi. C'est-à-dire que c'est soit tu l'appliques et tu observes les bienfaits de cette loi-là, soit tu ne l'appliques pas et tu observes donc les désavantages, les inconvénients de ne pas observer cette loi. Comment tu expliques aujourd'hui que des gens aujourd'hui cette règle est connue par tout le monde, comment tu expliques que tu as encore des personnes qui ont des charges personnelles qui dépassent 50%, qui n'arrivent pas à épargner 20% et qui ont encore moins de 30% qui leur reste? Comment tu expliques que aujourd'hui en 2024, un basique comme ça ne peut... T'as encore des personnes qui essayent d'y réfléchir et de vouloir transformer la donne? Bah, en fait, pour répondre à cette question, déjà, le premier point que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde n'est pas au courant de cette règle fondamentale que tu signales. Et d'ailleurs, c'est pas une règle, il y en a plusieurs. Oui. Il y a aussi la loi du 90-10, tu vois, il n'y a pas que 50-20-30. C'est que, en fait, c'est aussi pour ça que je m'appelle Vanessa Monnaie et Mindset. Parce que, en fait, le mindset dépasse la monnaie, tout simplement. Et c'est aussi important de comprendre que, en fait, l'argent révèle des traumas. Il y a des souffrances telles, d'une violence. Pour moi, c'est le même niveau que la nourriture. C'est pour ça que, en fait, j'ai même le premier e-book que j'avais créé, c'était comprendre la relation que tu as avec l'argent. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne comprennent pas la nature de la relation. Et cette relation peut être toxique, comme avec un toxic boy. Pourquoi est-ce que tu as certaines femmes qui vont retourner vers un homme qui les frappe? Pourquoi tu as certaines femmes qui vont toujours attirer des hommes mauvais? Eh ben, c'est de la même manière que tu as certaines personnes qui vont toujours se retrouver à découvert, en surendettement ou ne vont pas faire les bons choix. Parce que ce n'est pas une question de connaître la règle. C'est une question de qu'est-ce que tu as traversé par le passé. Quelles sont les croyances qui drivent ton mindset. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que pour moi, ma mission et le travail que je fais est fondamental et passionnant. Parce que j'adore naviguer aussi bien dans les croyances limitantes. Qu'est-ce que ta grand-mère, elle a vécu? Qu'est-ce qu'elle a légué à ta mère? Qu'est-ce que ta mère t'a laissé? Quels sont les traumas transgénérationnels financiers dont tu as hérité? Hello les amis, je prends quelques minutes de votre temps juste pour vous remercier de regarder cette vidéo-là. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, pour encourager ma chaîne YouTube, il est important de partager cette vidéo, parler, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dernière chose, abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications, comme ça vous regardez toutes les dernières vidéos. Et bye bye. T'as laissé, quels sont les traumas transgénérationnels financiers dont tu as hérité qui font que maintenant tu es incapable d'épargner? T'as des gens, en fait, t'as des relations, des gens qui ont des relations du type destructrice. C'est-à-dire que tu vas faire de l'argent, tu sais faire de l'argent. D'ailleurs, ce fut mon cas pendant longtemps. Tu sais parfaitement faire rentrer le cash, mais inconsciemment, tu vas tout claquer. Elle va faire un burn-out ou un mauvais mariage ou un mauvais investissement et boum, il n'y a plus d'argent. Tu as beaucoup d'études qui expliquent que les joueurs de football, 2 ou 3 ans après leur carrière, sont bloqués. Pourquoi? D'où ils viennent? Parce que ils viennent de la pauvreté. Ils ont eu un pic, ils n'ont pas travaillé leur relation à l'argent, ils ont été mal conseillés. Naturellement, ton cerveau te ramène là où tu viens. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu as des gens qui ont des revenus modestes et qui sont millionnaires de famille en famille avec des emplois modestes, tu vois, parce que les croyances qui les drivent, les choses dont ils ont hérité, leur permettent en fait de protéger ce patrimoine acquis depuis des millénaires. Donc en fait, c'est de se dire juste que épargner, c'est pas juste connaître une loi. Épargner, c'est se connaître soi, savoir ce qui nous drive, être en paix avec ça. C'est très clair.
Je te l'ai demandé en off, je te le demande on camera. Aujourd'hui, il y a tellement de coachs. Ah non, mais ça, tu savais que tu allais te la prendre, celle-ci. Aïe, aïe, aïe. Mais tu savais. Il y a tellement de... Moi, je te connais personnellement et je mets ma main à couper, je ferme mes yeux, je dis allez la voir sans problème. Si vous voulez savoir comment vous devez gérer vos finances personnelles et comment vous devez créer un patrimoine sur le long terme, parce que tout doit se faire sur le long terme, je ferme les yeux, je mets ma main à couper, allez voir Vanessa, parce que je sais déjà que tu as de l'éthique. Mais ça, c'est parce que je te connais. Les gens qui ne te connaissent pas, qui voient ta page, comment aujourd'hui tu penses pouvoir te différencier? Parce que il y en a tellement qu'on ne différencie pas les uns des autres quand on les connaît pas. Comment est-ce que je vais me différencier? C'est marrant, c'est marrant d'ailleurs parce que moi je me différencie beaucoup dans le sens où je me différencie beaucoup par ma personnalité, mon histoire. Dans tous les talks que je fais, je raconte ma vie et je raconte mes galères en fait. J'explique que j'ai raté ci, j'ai souffert ça, j'ai tout perdu, je suis tombée. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est de se dire que dans tous les cas, à un moment, si la personne elle a besoin de travailler avec moi, il y a un truc d'énergie qui va faire que elle va vouloir creuser, tu vois. Mais te dire que oui, je suis la meilleure money mindset coach, non. On est nombreux, on est tous qualifiés, tu vois. C'est maintenant que je commence à rentrer dans le game que je vois que je commence à faire peur à certaines. Non, c'est un truc. Moi, je te dis, j'étais dans mes dramas, j'ai tout perdu. Je commence à voir que oui, je commence à faire peur à certaines parce que en effet, j'ai travaillé vraiment avec moi, j'ai eu des clients. J'ai vraiment monté des prêts immobiliers. Donc, en fait, à la limite, le coaching, ça m'a mis du temps même avant de me lancer dans le coaching. C'est seulement cette année que je commence à en faire, tu vois. Je voulais pas forcément faire du coaching, d'ailleurs. Je sais même pas quel accompagnement, tu vois. J'avais même pas de business model en tête, tu vois. Et je me souviens, excuse-moi de te couper, que j'avais parlé de ça avec toi parce que je te connais. Je sais que bon, il y en a plein qui sont... Enfin, déjà, toi, tu as une certification AMF. Deux fois. Deux fois. Tu as exercé, tu as monté des prêts comme tu dis. Donc, quand tu parles, tu sais de quoi tu parles. Donc, je me souviens que je t'avais dit, mais Vanessa, lance une masterclass, wesh, fais ton argent. Et tu m'avais dit, non, mais Gigi, non, parce que pour le moment, enfin... Et pourquoi j'ai dit que j'étais Vanessa Money and Mindset, c'est parce que je veux déjà travailler sur l'éducation des gens. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu produis tellement du contenu de qualité que effectivement, tes coachs business ne peuvent te dire que t'es folle en fait, qu'il faut mettre ça, il faut monétiser. Mais encore une fois, c'est pas ton éthique parce que tu as une éthique de travail et tu as une vision sur le long terme. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème à faire de l'argent. On va dire, oui, mais non, mais elle veut pas faire de l'argent. J'ai beaucoup réfléchi. Déjà, même, enfin, comme je disais, c'est toi qui m'as emmené sur les réseaux. Au début, t'étais ma copine. Tu vois, je m'étais même pas dit qu'il y avait un business model. Il y a tellement d'années où on m'a dit, ouais, Vanessa, tu devrais faire ce que tu fais, vraiment le professionnaliser. Tu vois, vraiment pour moi. Et c'était toute une confiance en soi, en moi que je devais construire. Tu vois, je n'étais pas là. Et en fait, au fur et à mesure que ça a commencé à évoluer, j'ai commencé à me structurer et je ne voulais absolument pas accompagner, en fait, les clients parce que je me disais, non, je vais revivre mon métier de banquier sans une banque. Enfin, tu vois, je me faisais toute une histoire sur l'accompagnement et le coaching en one-to-one. Et, en fait, j'ai changé d'avis cette année parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le coaching, c'était le meilleur moyen de connaître mes clientes, vraiment. Et en plus, en fait, tu peux pas juste éduquer. Il y a un moment quand tu éduques quelqu'un et que quelqu'un te fait confiance, tous les jours, tu dis qu'il y a des blocages qui sont plus forts qu'elle. Bon, en fait, elle a vraiment des blocages qui sont plus forts qu'elle et elle a besoin d'avoir un coaching, tu vois. Et il y a aussi le truc où moi, je me suis beaucoup fait coacher. Et je pense que ça débloque des choses. C'est-à-dire que cette année, j'ai mis beaucoup d'argent dans des coachings pour moi. Je me suis fait coacher dans tous les sens, tu vois. Et donc, en fait, quand j'ai vu mes coachs bagarrer avec mes croyances limitantes, j'ai dit non. Que je me suis dit non mais c'est génial en fait tu vois ce métier c'est avoir encore plus d'impact et en fait c'est vrai que j'avais pas forcément vu ça tu vois j'avais pas ça en tête à l'origine c'est pour ça que faire des masterclass faire du coaching dans tous les sens ça m'intéresse c'est pas et comme tu dis j'ai une forme d'éthique c'est-à-dire que j'ai pas envie de faire des promesses que je ne veux pas tenir j'ai pas envie de vendre un lifestyle auquel je ne crois pas.
tu vois. J'ai envie d'attirer des femmes qui ont les mêmes valeurs que moi, parce qu'il y a aussi ce truc de valeurs. Mes valeurs sont très importantes et je crois profondément que tu peux faire de l'argent, tu peux faire du business. Alors, t'en feras peut-être moins. Ça sera peut-être moins flamboyant, mais ça sera un truc, tu vois, dont tu es fier. Et c'est ça qui me drive. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as 2 appartements. Ces appartements-là, tu les as acquis, tu étais dans ta vingtaine? Ouais, je me suis calmée depuis. C'est-à-dire qu'à 29 ans, j'avais déjà fait plein de trucs. Je voudrais savoir quelles sont pour toi les 3 choses qu'une personne doit avoir en tête aujourd'hui si elle veut investir dans le but de se faire de l'argent. Et se faire de l'argent, enfin, toi et moi, on est dans le milieu, en tout cas, on a fait des études et on a été dans le milieu de la banque. On sait que tu construis sur du long terme. Donc, quels seraient pour toi les 3 points à ne pas rater en tout cas? En fait, tu peux te faire de l'argent en investissement de différentes manières. Moi, la seule chose que je vais d'abord demander, c'est déjà, connaître ton profil investisseur. Ça commence par ça. C'est connais-toi toi-même, hein, comme disait Socrate. Parce que tu peux vouloir faire beaucoup d'argent, mais si tu as une aversion au risque qui est forte, tu feras rien du tout et puis tu vas mal dormir la nuit. Tu vois. Après, il y a aussi choisir une classe d'actifs. Tu as l'immobilier, tu as mais sur l'immobilier, là, on est sur les apparts. Restons sur l'immobilier. Mais même dans l'immobilier, en fait, il y a tellement de stratégies. Tu peux choisir la stratégie des cash flows. Oui, non, mais c'est qui m'a posé une question. Je dis, elle est hyper active. Non, mais on a fait une question simple. Je vais acheter... Exemple, mais vraiment banal. Mais c'est-à-dire que plus ta question va être précise, plus je vais être précise. Tu me dis comment faire de l'argent. Non, alors attends, je reformule. Merci de me le préciser. Je veux acheter ma première résidence principale dans un but de faire du Airbnb. Tu peux pas acheter ta résidence principale pour faire du Airbnb. Déjà, tu es dans une stratégie d'investissement locatif. Mais les gens me le font. Les gens le font. Ah oui, mais non, mais c'est pas parce que les gens ils le font que forcément. Parce qu'après il y a des gens ils font plein de bêtises aussi. Tu peux aussi investir pour ta résidence principale avec un prêt à taux zéro et puis mettre ça sur Airbnb et puis te faire retoquer par la loi. Ça, non mais ça aussi c'est une réalité, tu vois. Donc c'est de se dire que tu peux faire les choses. En fait, la loi et les organismes bancaires sont assez souples dans le fait que on va financer ton bien en résidence principale parce que chaque bien immobilier doit avoir un objet. Tu vois, si tu as une résidence principale, tu viens financer une résidence principale, tu auras des caractéristiques du prêt de résidence principale. Si ta vie évolue, tu es célibataire, tu achètes un studio, tu trouves un gars, tu fais un bébé, vous pouvez plus vivre à 3 dans le studio. Tu vas mettre ton studio en location, vous allez soit acheter un autre bien. Tu vois ce que je veux dire? La banque, elle va pas venir te chercher que oui, tu avais dit que c'était ta résidence principale. Tu vois, dans ce genre de situation, c'est toléré, tu vois, c'est accepté que les choses évoluent. Par contre, si tu veux faire directement un investissement locatif, parce que là, ça, c'est ce que tu es en train de dire, c'est une stratégie qui fonctionne très bien d'ailleurs, hein, parce que tu as justement beaucoup plus de revenus, tu as plus de passages, tu peux louer le bien plus cher, tout ça. Mais après, il faut aussi mettre toute une structure en place et il faut aussi vérifier que le règlement de copropriété l'autorise. Parce que tu as des gens, ils achètent et puis en fait, après, ils n'ont pas le droit. Tu vois, ils n'ont pas le droit de... Et en plus, il faut savoir que cette stratégie d'investissement est sous le viseur du gouvernement qui vient de faire passer un amendement pour limiter les abattements et tous les avantages. Sauf que ça a fait tellement de bruit qu'ils ont gelé pour l'année 2024 cet amendement-là. Tu vois, ils ont gelé la loi qu'ils venaient de faire passer entre guillemets par erreur. Donc c'est de te dire que oui, LCD, c'est une stratégie qui marche. Tu vois, typiquement, on va prendre ça, c'est une stratégie qui marche, mais tu te lances pas dans du LCD comme ça. D'accord. Donc pour faire simple, si je veux investir dans un appartement pour gagner de l'argent, quelles sont les 3 questions que je dois pour toi, les 3 questions incontournables que je dois me poser avant de faire mon achat? Si, par exemple, tu veux faire du LCD, faut savoir, est-ce que tu as le temps, déjà, de gérer la rotation entre locataires? Est-ce que tu as les contacts pour pouvoir déléguer ça? Et est-ce que là où tu investis, l'emplacement, le bien, tout ça, c'est vraiment rentable?
T'as plein de gens qui D'accord. vont acheter des petits studios dans des villes paumées. Et il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de LCD, tu vois. Mais il n'y a pas que le LCD, il y a aussi la stratégie de la colocation, il y a la stratégie des immeubles de rapport. En immobilier, il y a tellement de stratégies différentes. Tu vois, là, tu m'as donné un exemple. Il y a tellement de stratégies différentes, mais à chaque fois, c'est de se dire, est-ce que j'ai les épaules? Parce que l'immobilier, c'est l'un des rares actifs qui te permet en fait d'utiliser le levier de la dette. D'accord? Donc, ça fait que les gens peuvent s'enrichir plus vite et plus facilement. Mais on est tout le temps en train de te parler de revenus passifs. Ce n'est pas passif. C'est l'un des rares investissements où tu dois transpirer. T'as déjà géré un dégât des eaux? Ah, Je sais de bien quoi sûr. tu Non, parles. mais Les problèmes avec la copropriété, Mais etc., voilà, c'est les travaux. Pareil, on Les te parle de travaux, déficit c'est- foncier. Oui, tu peux faire du déficit foncier, réduire tes impôts locatifs et réduire même les impôts de ton travail via le déficit foncier. Mais tu as déjà géré les travaux? Trouver le bon entrepreneur de travaux? Gérer les Ils te délais? volent pas. Mais gérer les délais, gérer le fait qu'il ne te vole pas, gérer le fait qu'il te donne un devis et puis que les produits qu'il achète ne correspondent pas du tout. 6 mois plus tard, tu dois tout refaire. Enfin, ce n'est pas passif, tu vois. Donc, c'est de se dire aussi quel est le temps, quelle est l'énergie, quels sont les organes que tu es prêt à mettre pour pouvoir clair. t'enrichir. C'est clair. Et il y a d'autres, il y a les SCPI. Si tu n'as pas tout ce temps, que toi, tu es entrepreneur, tu sais faire de l'argent autrement, tu peux investir dans les SCPI. Oui. Tu vois, Non, mais on tu est peux d'accord. investir dans les ETF, tu peux investir dans plein d'autres Dis supports. pas tout, sinon on va pas aller vous regarder ta page. Donc, dernier point que je voulais aborder, l'argent dans le couple. Aïe! Ça va dire, je ne veux pas parler de ça. Non, je vais boire un verre d'eau. Vanessa, est-ce que tu as des abonnés qui sont venus te voir pour te dire déjà, première question, il faut juste répondre oui ou non, qu'elles ont des problèmes dans leur couple à cause de l'argent? Mais évidemment. Ok. Mais non, mais l'argent, Ensuite. l'argent, c'est l'une des raisons, l'un des motifs de divorce. Ça fait partie des 5 premiers motifs de divorce. Alors, comment tu expliques qu'aujourd'hui, enfin, comment dire, je vais reposer la question. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, le fait d'avoir un homme qui gagne moins que sa femme dans un couple est un problème et peut amener à une séparation à court ou moyen terme? En fait, le truc, c'est que les gens ne sont déjà pas conscients de la relation que eux-mêmes ils entretiennent avec l'argent. Déjà, tu parles d'un constat simple, tu vois. Madame ne connaît pas sa relation et puis monsieur ne connaît pas très bien sa relation. Et puis ils se mettent ensemble. et puis on n'en parle pas parce que l'argent c'est tabou. Ouais. Forcément, ça finit par poser un problème. Si jamais on se rend compte qu'en plus les deux ont des relations différentes envers l'argent et ne communiquent pas. Ça, rien que l'exemple que je viens de te donner là, c'est un exemple tout bête, hein. Elle ne connaît pas sa relation, lui ne connaît pas très bien sa relation, les deux n'en parlent pas parce que l'argent c'est tabou. Le jour où on commence à avancer, à évoluer, à se dire qu'on va se marier ou potentiellement on va acheter ensemble, là tu te rends compte que ton gars c'est un panier percé. Là, tu te rends compte que toi, t'es une fourmi. Tu te rends compte, ou alors c'est trop tard, on s'aime, on va faire 50-50, et puis t'es là comme ça, t'éponges ses dettes. Ouais. Va dormir à côté de lui quand tu vois que c'est toi qui payes tout Ouais. et que lui, il dépense Footlocker, les jeux vidéo. Bien sûr, c'est difficile. C'est très, très difficile. Mais le truc, c'est que, comment est-ce que j'explique ça? Je sais pas. Je sais pas. Pour moi, en fait, c'est juste que déjà, si les gens faisaient l'effort de eux-mêmes déjà se connaître, parce que les gens ne se connaissent pas assez, Ouais. de connaître la relation qu'ils ont avec l'argent, Ouais. et qu'après, avoir le courage de dépasser les tabous vis-à-vis de l'argent. C'est-à-dire que tu pars en dating et puis tu dis, voilà, moi, je sais pas très bien gérer mon argent. Aucun gars va dire ça parce que ça fait fuir les femmes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'as des gens... donc déjà, si les gens étaient honnêtes vis-à-vis de ça, on gagnerait tous du temps. T'as des couples qui ne se feraient pas, donc t'as des divorces qui n'existeraient pas. Et après, le truc de est-ce que une femme peut être en couple avec un homme qui gagne moins qu'elle?
Ah là là, la question qui tue, en fait. C'est juste de se dire que, déjà, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus. Les femmes ne cessent de se battre pour l'égalité salariale, pour avoir des promotions. T'as des femmes comme nous, où on a quand même une énergie masculine qui est forte. Après, bon, toi, tu penses avoir fait un travail dessus que je respecte. Je dis pas, je pense à non, tu as dit, ok, non, je suis... Non, mais moi, je respecte. Moi, j'ai dit, toi, tu as travaillé sur ça. Parce que là, je ne vais pas parler que de moi, dans le sens où j'ai une énergie masculine que j'accepte. Tu vois, je suis pas en train de la promouvoir, mais j'en ai pas honte. Ça en fait partie. C'est l'énergie, justement, qui me permet d'aller, de gravir les échelons, de créer, de faire des trucs qui font que de toutes les manières, au fur et à mesure que tu progresses, pour trouver, en plus, en âge, on avance, pour trouver un homme qui va avoir toutes les qualités que l'on veut et en plus, le salaire que l'on souhaite, ça devient difficile. Tu vois, c'est de se dire aussi que après, dans quelle catégorie tu veux être? Est-ce que tu vas être dans la catégorie de la femme qui rêve au prince charmant ou actuellement être dans la catégorie de la femme qui a un conjoint, mais le conjoint que la réalité te propose, en fait, tu vois. Et donc, du coup, Vanessa, est-ce que tu es la team dans la répartition des dépenses 80-20 ou la team 50-50? Moi, je suis proportionnelle. C'est-à-dire que si c'est madame qui gagne plus, elle paye plus. Si c'est monsieur qui gagne plus, il paye plus. Bah, moi, je suis comme toi. Donc, bon, si on doit choisir plutôt dans le 80-20. Parce que c'est celui qui gagne le plus qui va payer le plus. Ouais. Parce que moi, je me dis, le jour, mon cher, où je gagne moins ou que je veux plus travailler, tu vas tout payer. Et c'est pareil, pour moi, je trouve qu'il faut être juste, en fait. Et je trouve que c'est dangereux quelque part de faire le 50-50, surtout quand on est une femme. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu es une femme, tu sais que statistiquement parlant, on n'est pas encore au niveau des salaires. Non, je suis pas certaine que tu as bien compris ce que je te dis. Je finis juste. Pour moi, 50-50 est au détriment de la femme. Parce que la femme, on est encore dans une société où nos salaires ne sont pas complètement alignés sur ceux des hommes, même si les efforts ne cessent de s'améliorer, je suis d'accord. Mais sur du long terme, pour moi, du 50-50, c'est juste pas possible pour la femme. Donc, je vais pas parler pour toi, je vais parler pour moi. Dans ta logique de dire celui qui gagne le plus paie le plus, moi, je suis dans cette logique et pour moi, c'est le 80-20 que ça veut dire concrètement. Parce que si tu gagnes 500 €, que ton mec, il gagne 3000 €, je sais pas comment tu vas faire pour faire plus que 20% ou plus que 10%. Mais une fois de plus, Gigi, ça fait référence aux connaissances et aux croyances et aux réalités que tu as. Moi, autour de moi, les filles, elles gagnent 120 000 €, toutes. Qui paye 80% à ton avis? Bah, elle. Voilà. Bah, tu vois, donc, c'est pour ça que quand tu dis oui, les femmes doivent pas faire 50-50, on n'est pas dans du 50-50, mais les femmes, c'est elles qui font le 80-20. Oui, mais on est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est se dire que, c'est pour ça que, pour moi, le 50-50, c'est juste de se dire, peu importe le sexe, parce que maintenant, on est en 2024, les transgenres, les gens, ils sont référencés, on sait plus quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis même plus dans ce truc-là, tu vois, c'est devenu beaucoup trop compliqué. Donc, c'est de se dire juste que la personne qui gagne plus assume ses responsabilités, tu vois. Oui. Et on va pas faire un 50-50 bête, juste parce qu'il y a moi et puis il y a toi, tu vois. Ouais. Dans ce cas-là, on est dans une situation où il y en a l'un des deux qui s'appauvrit, tu vois. Et ça, c'est pas juste, en fait, c'est pas éthique. Mais si c'est madame qui gagne plus, et ça, c'est marrant parce que ça a été toute une discussion. Moi, j'ai un couple d'amis qui se sont séparés parce que madame gagnait plus, mais elle avait beaucoup de mal à payer plus. Parce qu'il y a tout un travail il faut rééduquer les femmes, en fait. T'as beaucoup de femmes qui gagnent de plus en plus et qui considèrent que leur argent, c'est leur salaire, c'est leur argent de poche, en fait. Tu vois? Mais où elles gagnent plus, où elles gagnent vraiment le même salaire que monsieur. Tu vois? Donc, pour moi, ce truc-là, que ton argent, c'est ton salaire ou ton argent de poche, alors que, en fait, c'est monsieur qui paye tout à la maison. J'ai envie de voir, en termes de répartition des tâches, comment ça se passe, en fait. Tu vois? Est-ce que pas tenir non, mais il y en a, et moi, je respecte. Tu vois ce que je veux dire? Et s'ils sont tous les deux contents, tu vois? Mais après, pour moi, le plus important dans tous les cas, c'est d'être dans un truc où les deux sont en harmonie, en accord, parler d'argent dès le début.
Ouais. Tu vois, maintenant, moi, je suis en couple. J'étais une single lady pendant tellement longtemps que j'osais même pas. Pourtant, tu vois, j'accompagnais des couples. J'étais en couple longtemps. Mais moi, j'osais aborder la thématique du couple. Je n'osais pas le faire. Et c'est en 2024 que j'ai accepté de le faire parce que maintenant, je suis en couple et je me dis, bon, ben, je peux au moins donner mon avis sur le sujet. Ouais. Et c'est de se dire que dès le départ, c'est un des trucs que j'ai fait avec mon compagnon. On parle d'argent, mais Oui. très vite. Tu vois, Oui, de manière c'est- décomplexée. Mais- C'est quelque chose que moi aussi j'ai instauré dans le couple parce que, bon, moi je ne peux parler que de l'homme noir parce que mon homme est noir et il y a un vrai, enfin, il y a un sujet quand on parle, pour eux, bah, moi je paye tout et basta. Et même si je m'appauvris ou même si j'ai des difficultés, c'est à moi de tout payer dans la maison. Mais en fait, non, on s'assoit, on en parle et tu sens le malaise dans les débuts de comment, voilà, il faut trouver des tricks and tips, comme on dit, pour trouver la bonne manière d'aborder le sujet de la finance. Mais moi, je l'ai introduit et ça va mieux. C'est pas tout, c'est pas top, mais je me rends compte que plus on en parle, plus c'est simple d'en parler. Et ça arrange les choses. Comme tu l'as dit, en fait, au début, et je pense que après ça, à part si t'as un mot de la fin, on va passer au jour parce qu'il faut clore. Tout réside dans l'éducation et dans le mindset. Oui. Non, mais c'est vraiment, c'est-à-dire qu'après, il faut aussi que la personne, enfin, la personne soit ouverte en face de toi, tu vois. Moi, j'aurais beaucoup de mal, maintenant, avant, d'être avec un mâle alpha, tu sais, les mâles dominants et tout, c'est moi qui paye tout et tout. Ouais. J'ai connu ça dans le passé et moi, je me dis, mais attends, mon cerveau, là, il sert pas à rien. Attends, et tout ce que j'ai emmagasiné, j'ai aussi envie de dire des choses. Et t'as des gens, ils ont du mal, t'as beaucoup d'hommes qui ont du mal, en fait, à accepter qu'on challenge leurs idées, tu vois. Moi, j'ai vu tellement de couples prendre des mauvaises décisions, couler ensemble parce que c'est monsieur qui a décidé. Et souvent, madame avait des bonnes idées, tu vois. Oui. Mais parce que voilà, il y a tout ce truc-là, on accepte. Et moi, ça, c'est quelque chose que je respecte. Mais dans mon couple, c'est vrai que c'était une crainte que j'avais. Et Dieu merci, mon compagnon est hyper open là-dessus pour parler d'argent. Et en plus, après, bon, mais il y a le truc que c'est mon job, tu vois. Il m'a rencontré, j'étais tout le temps en train de dire oui, il faut économiser, tu vois. Donc, tu peux pas draguer la fille et dire bon, je vais la détourner, tu vois, c'était pas possible. Et il s'est dit, et au contraire, tu vois, c'est un truc on a déjà fait les business plans, on fait notre visualisation ensemble, on se dit, bon, on va investir ça, on va faire investir ça. Tu vois, lui, par exemple, il a jamais investi dans l'immobilier. C'est le premier truc que je lui ai dit, c'est que, écoute, moi, tu vas être propriétaire. Là, maintenant, la question, c'est pas qu'est-ce qu'il achète. C'est est-ce qu'il achète un appart ou, tu vois, c'est pas est-ce qu'il achète ou pas. C'est plus est-ce qu'il achète un appart ou un immeuble. Tu vois, parce que, en fait, avec moi, t'as pas le choix. Tu développes, tu vois. Donc après, c'est une énergie et c'est de se dire que bon, bah, ok, elle est comme ça, elle veut parler d'argent, on va en parler. Moi, je le fais pas, mais je dépasse mes peurs. Et finalement, c'est cool. Absolument. Où est-ce qu'on peut te trouver, Vanessa Money Mindset, et qu'est-ce qu'on doit attendre sur 2024? Et ensuite, on fait le jeu. Ah, bah écoute, tu peux me retrouver sur mon podcast dans lequel je raconte tout. Vraiment, je suis très authentique. C'est vrai. Quand je réussis quelque chose, je le dis. Quand je rate, je le dis. D'ailleurs, j'ai fait tout un épisode sur comment c'était dur de trouver un homme en 2023. Et j'ai beaucoup Mais oui, mais non, mais j'ai beaucoup d'abonnés. Je voulais pas parler d'amour, hein, d'ailleurs, et du célibat, mais j'ai une abonnée. Je me souviens, j'avais fait toute une partie avec un entrepreneur sur le couple. Et j'ai une abonnée qui m'a appelée. Elle m'a dit, ah, Vanessa, vraiment, tu nous donnes tellement. Tu sais, je vais prier pour que tu rencontres l'amour. Je me suis dit, Oh! J'ai dit, ah, mon père, il est pasteur, il fait des prières tous les jours, mais je vais lui dire qu'il n'est plus seul à prier pour moi. Tu vois, et je m'étais dit, bon, ben, ok, je sais que ça pourrait faire plaisir à certaines d'avoir des updates et aussi d'avoir un témoignage honnête et authentique, parce qu'on les connaît, les girl boss. We need nobody. Non, moi, j'ai besoin. Non, mais c'est vrai. Et puis après, c'est aussi le truc que moi, j'étais complètement bien célibataire. C'est-à-dire que j'ai eu la phase où ça le faisait pas. Mais il y a eu la phase où justement j'ai fait le mindset, j'ai travaillé beaucoup sur moi et à partir du moment où j'ai vraiment même commencé à kiffer et à apprécier, c'est là qu'en fait j'ai compris que tu changes d'énergie et c'est là même que plus facilement tu te mets en couple avec la bonne personne. Parce que t'es pas dans la même énergie en fait. T'es pas dans l'énergie du besoin. T'es dans l'énergie de la suffisance qui permet d'attirer, en fait, tu vois. Et donc, en fait, j'ai raconté vraiment dans un épisode tout ce truc-là. Et donc, pour moi, si tu veux me connaître, si tu veux découvrir à la fois mes compétences en termes de finance et de mindset, c'est sur le podcast. Après, sur Insta, écoute, on s'amuse, hein. Ouais. Et sur LinkedIn aussi, j'y suis. Oui. Je fais du contenu toujours financier, mais avec un aspect un peu plus pro, parce que j'ai mes clients de l'IT, j'ai même mes collègues qui me suivent, donc je fais attention.
Ouais. Et maintenant, je suis sur TikTok aussi. Ah, parfait. Bon, écoute, dans tous les cas, je mettrai les informations dans la description. C'est parti pour le jeu. Est-ce que tu connais le jeu en face de toi? Oui, je connais le genre. Bon, d'accord, donc j'ai pas à présenter. C'est parfait quand je n'ai pas besoin de présenter. Alors, c'est le nouveau jeu. Si tu l'as pas, faut que tu l'achètes. Hein. We are here to support Black business. I'm just saying. Donc, je te laisse piocher une carte, s'il te plaît. Tu sais que toi, tu n'as peur de rien. Non, Enfin, moi, tu es j'ai une entendu la fonceuse. question avant. Prends une question rouge, Non, s'il te plaît. franchement, Vanessa. Ah, tu es littéralement une des seules invitées qui prend le risque. Non, avant, non, mais l'histoire retiendra que cette femme m'a forcée. Non, mais c'est vrai. Et je vais faire attention à mes réponses. Hein. Faudra faire attention au montage. Parce que Ici, vraiment... on coupe rien. Hein? Ah bon, ok. Bon, Ah, alléluia. Joker. Ça, c'est du... Je t'ai dit, mon pasteur. Donc, il m'a protégée. Joker. Tu vas retirer une note. Comment ça? Alors, je commence. Ah, c'est marrant. Qu'est-ce qu'un mâle alpha selon toi? C'est la provocation. Non, mais c'est marrant parce qu'on en parlait, toi et moi, la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone. Pour moi, c'est un peu du bullshit, l'affaire de mâle alpha. Je sais pas ce que c'est. Alors, est-ce qu'il y a, on dirait qu'il y a des hommes qui s'affirment un peu plus dans le couple. S'affirmer dans un couple, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est parce que c'est toi qui prends toutes les décisions dans le couple que tu es le mâle alpha? Est-ce que c'est parce que tu tapes ta femme que t'es un mâle alpha? Est-ce que c'est parce que ta femme a tellement peur parce qu'un jour tu as tapé dans le mur au lieu de la taper que tu as un mâle alpha? Est-ce que c'est parce que ton homme paye tout dans la maison qu'il a un mâle alpha? Est-ce que c'est parce que je sais pas ce que homme ça capable. veut dire. Homme capable, comme ils disent. Bah, pour moi, j'ai aucun problème hein, avec les femmes qui veulent un mâle alpha. T'as des tradwives. Je crois qu'il y a toute une traîne sur TikTok comme ça. Mais c'est quoi un mâle alpha Non, mais concrètement? c'est comme une femme tradwife. Une femme traditionnelle, c'est quoi une femme traditionnelle? Pour moi, c'est un duo qui existe et qui doit se trouver et qui doit se maintenir. Parce qu'on est dans une société où les gens pensent que leurs valeurs à eux sont universelles. Mais en fait, non. La manière, les valeurs que tu as, la manière dont tu vois ta vie, c'est personnel. Et en fait, d'autres n'ont pas les mêmes valeurs. Et l'équilibre qui est bon pour toi n'est pas le même pour tout le monde, en fait. Et pour moi, en fait, un mâle alpha, parce que j'ai vécu avec un mâle alpha, et encore, il n'était pas trop alpha, parce qu'en fait, je me rends compte que les vrais alpha, là, ils peuvent même pas me supporter. Mais j'ai vécu avec un mâle alpha. C'est un homme, en fait, qui considère que le foyer doit reposer sur ses épaules. C'est lui le chef de famille. S'il y a bagarre, c'est lui qui va se présenter. Si on doit nourrir les enfants, tout ça, c'est lui qui doit le faire. Et que s'il n'arrive pas à être le support, le chef de famille, la personne sur laquelle tout repose, il ne se sent pas bien en fait. Parce que c'est sa manière à lui de contribuer. Tu vois. Et c'est pas la manière dont, en tout cas moi, ceux avec qui j'ai échangé, parce qu'on me met tout le temps dans la catégorie des féministes, parce que soi-disant j'ai un discours de femme libérée, alors que moi je ne me considère pas comme une féministe. Je ne suis pas du tout une traditionnelle wife, mais je suis pas non plus, tu vois, dans les combats. Et en tout cas pour avoir échangé donc avec des mâles alpha, d'après ce que j'ai compris, c'est que pour moi, tu vois, c'est pas que forcément il a envie d'être dominant ou d'imposer. C'est juste que c'est comme ça qu'il se définit. Si tu lui enlèves sa capacité de provide, sa capacité de supporter, sa capacité d'être l'homme fort, en fait, limite, tu vois, en termes de sécurité, tu vois, dans son positionnement, c'est compliqué, tu vois. Et la femme traditionnelle, il va très bien avec la tradwife parce que ça va. C'est-à-dire que il va te dire, moi j'en ai connu plein même, ils te disent, oui, ton salaire, c'est ton argent de poche. Et il y en a beaucoup, tu dis, Poussy, ça lui va. Non, mais elle est avec quelqu'un que ça ne gêne pas. Tu vois ce que je veux dire? Il se définit comme ça. Et donc, elle, quand elle arrive, elle apporte, elle fait le ménage, elle s'occupe, elle apporte le truc. Ils sont bien ensemble, tu vois. Moi, je pense que ça devient beaucoup plus compliqué quand tu commences à être dans les modèles un peu hybrides dans notre société, où le mec, il te demande combien tu gagnes. De nos jours, là, c'est ça. Hein. Tu gagnes combien? Tu fais quoi dans la vie? Moi, ça fait longtemps que je suis plus sur le marché. Oui, mais donc, moi, je suis restée longtemps sur le marché. Donc, je peux te dire que souvent, c'est un des premiers trucs que les gens vont te demander pour pouvoir t'évaluer.
Tu vois, moi, je déteste cette question, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de plus gentil? Mais dans le dating, c'est la première question que l'on va te demander parce que la personne va pouvoir savoir est-ce qu'elle provide ou pas. Et en fonction de ton métier, on va dire est-ce que tu es intelligente ou pas? Tu vois ce que je veux dire? On va te juger beaucoup avec ça. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, on se retrouve dans une société où, en fait, les gens, ils vont te demander ce que tu fais pour pouvoir évaluer combien tu peux apporter. Donc, les garçons, souvent, mais en même temps, ils vont te dire, oui, non, mais écoute, une vraie femme, elle cuisine pour son homme. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu te retrouves dans des situations où tu payes les 50% du crédit, tu fais tout, le travail au boulot, là, on t'appuie, et puis tu rentres, c'est aussi toi qui t'occupes du bébé, c'est aussi toi qui fais le ménage. Et puis là, il te dit, oui, mais non, mais c'est moi l'homme. Tu vois, et tu te dis, mais attends, et il m'aide pas. Tu vois, et il t'aide pas pour le, tu vois ce que je veux dire? Et ou alors, il va dire, oui, j'aide. J'ai fait la vaisselle. J'ai aidé. Mais non, en fait, tu manges. Tu fais aussi ta propre, tu vois ce que je veux dire? C'est ces trucs un peu hybrides là qui deviennent compliqués, de nos jours qui font qu'en fait, hommes et femmes sont en fight, tu vois. Tu prends une autre carte parce que tu as eu un joker une fois, tu l'auras pas deux fois. Hein. Mais je prends pas le bleu. Parce que moi, je t'ai pas vu piocher dans le rouge. Toi, tu m'envoies au casse-pied. Je veux prendre le rouge si tu veux. Pourquoi certaines femmes sont attirées par les bad boys? Waouh! Ça, c'est la question qui tue. As-tu été déjà attirée par les bad boys? Mais moi, je pense que j'étais une bad girl. Ah. C'est ça. Et quand je dis bad girl, c'est pas que l'imaginaire, j'enchaînais les hommes. Non, c'est pas ça. C'est que en fait, j'étais pas forcément une petite amie correcte. Je me connaissais pas. Tu vois, donc j'étais capricieuse, j'étais colérique, j'ai beaucoup travaillé sur mon caractère, mais je pense pas que ce soit une question de bad boy ou de bad girl, c'est que je pense qu'il y a des gens qui sont attirés par d'autres personnes qui cherchent des relations toxiques parce qu'ils sont pas en paix avec eux-mêmes. Et je pense que moi j'étais longtemps dans ça. Mais tu vois, c'est ça. Et en fait, le truc c'est qu'à partir du moment où tu travailles sur toi, tu cherches la paix. Ben, tu vas fuir les bad boys. La paix de toute façon. Mais oui, dès que quelqu'un va commencer à te donner des migraines, tu vas dire non, je suis pas dans ça. Ouais. Tu vois, tout simplement. Bon, allez, une dernière question et après je te donne ton cadeau. Bon, je prends la rouge. L'histoire retiendra que cette dame m'a également menacée, passive-aggressive. Donc, ton conjoint veut essayer des produits aphrodisiaques. Tu fais quoi? Damn. Ah bah non, mais moi je dis oui, hein. Bah oui, c'est mon conjoint, c'est pas quelqu'un d'autre. Je le fais avec lui. Des produits aphrodisiaques? Aphrodisiaques. À part la drogue, je veux pas la drogue, s'il vous plaît. Mais si c'est d'autres produits, écoute, c'est mon mari, why not? C'est mieux qu'il fasse ça avec moi que d'aller faire ça avec quelqu'un d'autre. I'm just saying. Moi, je me prononce pas. Ça dépend quoi. Je ne peux pas dire comme ça là. Je suis devant Internet. Il y a ma mère et mon père qui vont regarder cette vidéo. Vanessa, le mot de la fin. Merci Gigi pour ton intervention. Bravo pour tout ton staff. C'est impressionnant. Merci beaucoup d'être venu. Écoute, tu reviendras de toute façon, hein, donc il y a pas de... Ah bon? Pourquoi? Mais moi, je dois revenir déjà dans ton podcast. Hein? La saison 3. Donc, tu reviendras aussi pour parler d'autres choses. Bon, je te donne ton cadeau. Hop. Tiens. Alors, c'est pas grand-chose. Tu verras. Tu as déjà tout. On ne peut plus rien te donner. Non, mais déjà, tu offres des cadeaux. C'est un truc de dingue. Moi, c'est la première fois. Alors, c'est... Il y a même plusieurs cadeaux. Waouh. Ouais. Alors, faut savoir que toi et moi, on se connaît maintenant. Je crois que ça fait 3 ans qu'on se connaît. Tout le monde m'a offert des bougies cette année. C'est un truc de malade. Tout le monde m'a offert des bougies, je te jure. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Et tu m'as déjà invitée chez toi. Je suis pas encore venue. Et je me suis dit, bon, t'as 2 apparts. Je me suis dit, je vais lui offrir des trucs qu'elle peut mettre dans ses apparts. Et à chaque fois qu'elle passera là, elle pensera à moi. Vu que je suis pas capable de me lever pour aller chez mes copines, je me suis dit que j'allais t'offrir quelque chose de simple et que tu pourrais mettre chez toi. Et à chaque fois que tu passeras, bah, tu penseras à moi. Bah, écoute, moi, j'ai envie de te dire que je suis touchée pour ce joli cadeau déjà, premièrement. Et non, t'as pas pu passer chez moi, mais tu es toujours invitée, hein, tu sais. Que je ne sais pas ce que je dégage en ce moment, mais tout le monde m'offre des bougies.
Et je suis contente parce qu'en plus, j'ai acheté tellement de bougies déjà qu'un jour, une copine est venue chez moi et m'a dit, on dirait un mausolée. Mais non. Oui, ça c'était avant que tout le monde m'offre en 2023 des bougies. Donc du coup, mais j'adore les bougies, je trouve que ça sent bon et ça dégage une énergie de douceur et de paix. Donc franchement, merci beaucoup Gigi, je m'attendais pas à recevoir des cadeaux. Donc tu as jamais regardé le podcast. Donc ça, on va régler ça off camera. Non, j'ai jamais regardé. Les amis, merci d'avoir regardé cet épisode de podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, vous activer la cloche pour toutes les nouvelles notifications. Et merci encore pour votre temps. Prenez grand soin de vous. Bye bye. Bye bye.